explorer la solitude et le silence. C'est entrer dans son monde intérieur. Profiter de ce moment pour devenir un peu comme une tortue qui se replie sur elle-même. L'introversion. Le regard intérieur. Sentir ce que je ressens au plus profond de moi. Alors que tout au long de la journée, on est souvent attiré vers l'extérieur, stimulé par ce qui se passe autour de nous. Attiré, distrait, engagé. On s'implique. Mais parfois on oublie de sentir ce qui se passe véritablement en nous. Alors le silence me ramène à moi-même. Le silence me permet de voir, de comprendre. Le silence me permet d'entendre la voix de l'âme, la voix du cœur. Et le silence me dit que tout est là, que tout se trouve au plus profond de moi. Dès que je m'arrête, que je deviens introverti, que je me détache de mon corps et du monde extérieur, la lumière intérieure est là. Elle m'appelle. C'est une lumière de paix. Une lumière de bonheur. Comme un océan tranquille, calme. Une immensité à perte de vue. Et le soleil à l'horizon. Quand le ciel et la mer se rencontrent. C'est comme si la ligne de ma destinée devenait claire. Je sens les rayons du soleil. La chaleur du cœur. Et même les étoiles de l'espoir qui brillent. Tout est là, à l'intérieur de moi. Et ce silence m'attire encore plus profondément. Comme si je pouvais évaluer mon degré de bonheur, de paix. Combien est-ce que la paix est véritablement forte en moi? Le silence, la paix.
Et plus j'entre dans ce silence, plus la paix devient intense. Une paix qui me fait énormément de bien. Une paix qui me comble, qui me remplit. L'océan de paix, en silence. Comme si j'allais dans les profondeurs de l'océan. Dans le silence. Bonsoir tout le monde, bienvenue. Et un bienvenue sincère, un bienvenue du cœur, bienvenue à vous tous et toutes qui êtes là physiquement, à ceux qui sont en ligne, à ceux qui le seront, qui écouteront ça dans 3 ans, à ceux qui sont virtuellement présents, à ceux qui réécouteront ce soir. L'accueil est toujours important au départ, de sentir que avant d'ouvrir les oreilles, on ouvre le cœur aussi un petit peu, non? Et je pense que le fait de, même pour chacun d'entre nous, de venir, de prendre le temps, qu'on vienne physiquement ce soir, ou qu'on prenne le temps en ligne après pour écouter, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'accueillir le moment, on essaye d'accueillir la pensée, on essaye d'accueillir une perception. On espère s'accueillir soi-même davantage. On cherche à être mieux avec soi-même, mieux avec les autres, mieux dans le monde. Non? Donc on est tous en éclosion, en floraison, en développement, en apprentissage, en croissance. Personne n'est en fanage ou séchage. On ne voudrait pas être dans une phase de... On est en train de se dessécher, de se défaire, on veut se reconstruire. Si je demande à tous, est-ce que vous allez bien? Dites oui ou non? Oui? Ah, c'est une question piège. Le thème, savoir dire oui et savoir dire non. Est-ce qu'on dit oui parce qu'on ne veut pas dire non ou on dit oui parce qu'on veut vraiment dire oui? Mais dans votre cas, je suis sûr que vous voulez vraiment dire oui. Je vois les sourires, donc je me dis, ok, ça va bien. C'est bon. Mais la notion de cette question à savoir est une question à laquelle on doit répondre oui ou non. Et quand on y pense, c'est fascinant que notre vie est une vie qui se joue avec ces 2 mots, oui et non. Parce que tout est une question de choix. Et ultimement, on est toujours mis face à face avec une décision à prendre. Puis la décision, c'est très souvent oui ou non. J'espère que ceux qui se sont fait demander en mariage ont dit oui. On a l'air bête quand même si le jour du mariage, on change d'idée puis on dit non. Des fois, c'est des petits mots. Ils sont tout petits, mais ils ont une telle puissance. Peut-être, c'est déjà plus compliqué, il y a un trait d'union. Oui, non. Et souvent, on est pris à soit peut-être des fois dire oui alors qu'on voudrait dire non, puis des fois, on est prêt à dire non alors qu'on voudrait peut-être dire oui. Des fois, on ne sait pas s'il faut dire oui ou non. Puis on cherche. On dit, qu'est-ce que je dois dire, oui ou non? Et dans cette dynamique, et je pense que c'est une dynamique importante parce que c'est une dynamique qui trace le chemin de la vie. Si on pouvait regarder en arrière toute notre vie, on verrait que c'est une vie dans laquelle il y a toujours eu des fourches, il y a toujours eu des croisées de chemin. Puis qu'à chaque fois, on est allé dans un sens ou dans un autre pour une seule raison. C'est parce qu'à ce moment-là, on a dit oui ou on a dit non. Et qu'il y avait 2 options.
puis qu'on a fait un choix, puis qu'on a dit oui ou on a dit non. Et que notre vie est une succession de oui et de non. Non? Oui? Non. Oui. On ne sait plus. Oui, non, oui, non, oui, non. Petit mot. Grande puissance. Et comment on dit oui? Comment on dit non? Alors, pour essayer de cartographier la dynamique du oui et du non, pour moi, il y a un peu comme deux dimensions dans le oui et le non. Il y a une question de décision, et sous-entendu à cela, il y a une question d'acceptation ou non. Et des fois, on dit oui ou non à des questions très simples. Est-ce que tu veux du lait? Oui. Est-ce que tu veux de l'eau? Non. Est-ce que tu veux un oui et un non qui est très concret, très facile, très clair. Mais des fois, c'est pas tellement un oui et un non clair comme ça auquel on doit faire face, mais c'est plus une question d'acceptation. Est-ce que je dis oui à cette situation? Je dis non à la situation. Mes parents se comportent d'une telle façon envers moi. Est-ce que je dis oui ou je dis non? Est-ce qu'à un moment donné, oui et non devient j'y vais, j'arrête? Est-ce que oui et non devient j'accepte, je refuse? Est-ce que oui et non devient je consens ou je m'abstiens ou je m'objecte? Donc il y a un oui et non très clair, puis un oui et non qui est plus dans le domaine de l'acceptation et du refus. Et on ne sait pas trop. Et quand on dit oui, on ne sait pas trop. C'est que c'est trois petites lettres là, mais on ne sait pas trop quelles sont toutes les autres lignes associées à ce oui-là. Quand on a dit oui à une demande de mariage, le cœur a peut-être parlé, mais 3 ans plus tard, on s'est peut-être dit, oh maman mia, à quoi j'ai dit oui, dans quoi je me suis embarqué. Des fois, on dit oui à une offre d'emploi, puis 2 ans ou 3 mois ou 2 semaines plus tard, on se dit, ah mon Dieu, je savais pas dans quoi je m'étais embarqué. Si j'avais su, j'aurais pas dit oui. Si j'avais su, j'aurais pas dit oui. Non? Donc, des fois, on dit oui, puis après, on le regrette, puis après, on veut dire non, mais c'est trop tard. Des fois, on dit non, puis après, on dit, ah, j'aurais dû dire oui. Compliqué, non? Peut-être qu'on devrait inventer un autre mot. Ou non. C'est un oui-non. Ou un oui. Peut-être oui. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Donc, c'est ni oui ni non. On verra. Mais il faut décider. À un moment donné, il faut dire oui ou non. Et dans cette cartographie du oui et du non, je pense que d'abord, il y a cette distinction entre le oui et l'acceptation, le non et le refus. Et ensuite, il y a toute cette notion de qui dit oui et qui dit non. Parce que si, par exemple, vous êtes un peu malade, vous avez mal au ventre, puis je vous dis, hey, j'ai la meilleure crème glacée au monde. En veux-tu? Puis ah non. Qui a dit non? C'est vraiment le corps malade qui a dit non. Mais le corps non malade aurait dit oui. Si vous êtes impatient, puis qu'on vous dit, est-ce que tu peux attendre encore 5 minutes? Tu dis non. Qui a dit non? C'est la patience. Si on est en colère, et qu'on nous dit, es-tu d'accord? Tu dis non. Mais qui a dit non? C'est la colère. C'est pas la raison, c'est pas le cœur, c'est pas la sagesse, c'est pas la patience, c'est pas la paix, c'est la colère. Et des fois, on ne se rend pas compte qu'on est complètement possédé et qu'il y a une autre force en nous qui dit oui ou non à notre place. C'est pour ça qu'on regrette après. Et que des fois, parce qu'on est dans un état d'âme, on est dans un état d'esprit, on est dans une espèce de dynamique, ben, les forces qui nous animent s'expriment à ce moment-là. Et donc, on a souvent créé des slogans pour ça, ou des dictons, en disant, par exemple, avant de dire oui ou non, là, tourne cette fois la langue dans ta bouche avant de dire oui ou non. Pense-y avant. Non? Oui? Des fois, il faut y penser avant de dire oui ou non. Mais des fois, on n'y pense pas, puis ça sort comme ça. Et je le racontais, je pense, la semaine dernière, où, je l'ai souvent mentionné, parce que pour moi, ça avait été vraiment une expression très parlante de cette question-là. Et j'avais eu la chance de faire une entrevue avec
plus âgés d'entre vous connaîtront Jacques Languirand, qui était notre gourou québécois du temps moderne et du New Age. C'est un peu le papa du New Age au Québec. Hein. Et un homme fabuleux qui a eu l'émission de radio la plus longue, je pense, de Radio-Canada. Et il racontait une fois qu'il donnait beaucoup de conférences, puis il expliquait beaucoup, puis c'était un philosophe, il expliquait beaucoup de choses. Et une fois, il rencontre une dame qui lui dit « Ah, monsieur Languirand, j'étais justement en train de vous écouter l'autre jour, en plein hiver, je vous écoutais, j'étais bien chez moi au chaud, avec un feu de foyer, c'était bien, c'était agréable, j'étais vraiment dans un bon état d'esprit, puis vous faisiez ce merveilleux discours sur dire oui à la vie. Puis vous nous expliquez combien c'est important, tu sais, quoi que la vie amène, dis oui à la vie. Tu sais, il faut toujours dire oui. Dis, quand la vie fait quelque chose, dis oui. Puis tu auras le pouvoir après, dis oui à la vie. Puis je trouvais ça tellement inspirant, vous disiez ça, puis je me disais, ouais, la vie, il faut dire oui à la vie. Puis juste pendant que vous parliez, mon mari est arrivé en trombe dans la maison, couvert de neige. Puis je me dis, bon, c'est vrai, qu'est-ce qui arrive? Il dit, oh, je viens d'avoir un accident de voiture. Puis tout ce que je lui ai dit, c'était « Oh non !» Puis Jacques Languirand disait « Ça, c'est la spiritualité. » Parce que l'idée de dire oui était très séduisante, mais le moment où un accident s'est produit, ben, ce qui venait naturellement à l'esprit, c'était « Oh non !» Ne pas dire oui à la vie, là, c'était vraiment non à la vie. Et pour moi, c'était très parlant parce que c'est bien des belles idées, mais dans la pratique, ça peut devenir très différent. Et donc de savoir qui dit oui, qui dit non. La peur parle. La peur accepte ou refuse. La colère parle. L'amour parle. Les valeurs nous font penser, nous font dire des choses. Si on a de l'amour, on dit des belles choses. Si on n'a pas d'amour, on dit des moins belles choses. Quand tu aimes beaucoup, beaucoup quelqu'un, puis que tu écris à la personne, c'est tout doux, c'est plein de fleurs, puis des petits cœurs, puis... Hein, c'est mignon, une lettre d'amour. Une lettre de haine, ouh, c'est plus la même chose. Il n'y a pas de petits cœurs. Si un cœur, il est éclaté en mille morceaux, il y a des fusils, il y a des éclairs. C'est pas le même langage du tout, là. Alors, le cœur parle, la raison parle, les valeurs parlent. Et souvent, on ne sait pas qui dit oui, qui dit non. Et quand on se fait poser une question, est-ce que tu acceptes de faire ceci? Ben là, il y a plein de oui et non qui sont tout mélangés en nous. L'amour dit oui, l'inquiétude dit non, la peur dit peut-être, l'espoir dit oui. Puis là, on a 8 oui, 12 non. Puis on dit, écoute, attends, je réfléchis. Là. Tu fais ce qu'on appelle peser le pour et le contre, tu mets tous les oui d'un côté, tous les non de l'autre. T'es toute mêlée, tu sais plus trop s'il faut dire oui ou non. Tu passes au référendum, puis ça se termine 49,9 oui, puis 50,1 non. Puis tu te dis, ouais, c'est pas très clair comme oui et non. Tu sais, ça reste encore pas mal, hein, peut-être. C'est la confusion. La confusion. Confus, c'est de ne pas pouvoir dire oui ou non. Et des fois, ce qui se passe, c'est que nos oui et nos non ne sont pas clairs. Puis des fois, on veut dire oui, mais c'est pas clair. on dit es-tu d'accord? Oui, oui. Oui, 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 oui. Non, non, oui, oui, je suis d'accord. Tu n'es pas vraiment d'accord, mais tu dis oui, oui. Puis des fois, c'est le non, non, mais c'est pas vraiment un non. C'est pas clair, des fois. Alors tout ça, c'est vraiment la cartographie du oui et du non. Et la position dans laquelle on se trouve en spiritualité qui est très intéressante. Puis elle nous dit la chose suivante. Elle nous dit, qui motive mon oui ou mon non? Est-ce que je dois laisser mes désirs parler? Ou est-ce que je dois essayer de faire parler le contentement? Est-ce que je dois laisser la colère parler? Ou est-ce que je devrais toujours dire à ma colère, toi, excuse-moi, mais à chaque fois que je t'ai laissé décider, tu as toujours été un désastre. Je te donne plus, je te donne plus le pouvoir décisionnel. Et on attend que la colère parte pour après reprendre la même question, puis te dire oui ou non. Et ça fait quand même c'est très technique, mais c'est très concret aussi. Et dans la spiritualité, ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, ce qui nous polarise dans ces oui et ces non,
c'est souvent un manque d'équilibre. C'est souvent le fait qu'on est aspiré ou projeté par des forces du vécu émotionnel, relationnel, de tout genre. C'est que des fois, il se passe des choses et par exemple, la situation nous crée vraiment un certain malaise, une inquiétude, une angoisse, une peur. Et là, à ce moment-là, c'est un sentiment très fort qui prend possession de notre raison et qui fait en sorte que tout à coup, on va dire non à plein de choses, par peur, par crainte, par manque de courage, alors qu'on sait que la raison dirait, mais quand même, t'es capable, tu pourrais. Mais tu dis non. Non, moi j'ai trop peur, je fais pas ça. Et des fois, on se rend pas compte que ce qui nous fait dire oui ou non, ce sont des faiblesses en nous. Et ces faiblesses-là, évidemment, c'est sûr qu'elles ont raison dans un certain sens. Parce qu'elles n'ont pas la raison, mais elles ont raison de nous. Parce qu'elles ont la force, elles sont plus fortes que notre force à ce moment-là. Et si on manque de courage, ben, on va dire oui ou non, alors que si on avait du courage, on dirait autre chose. Et combien de fois vous êtes retrouvé dans des situations où vous dites oui parce qu'en fait vous n'osez pas dire non. Vous dites non parce que vous n'osez pas dire oui. Quelqu'un vous dit par exemple, vous êtes invité chez quelqu'un, vous êtes rendu à deuxième morceau de petit gâteau au chocolat, puis on dit, veux-tu un autre? Non, 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 non. En fait, c'est oui, 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 mais vous dites vraiment, non, 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 vraiment, vraiment, ça va, j'ai très bien mangé, c'est bon. Non, très véritablement, votre estomac dit oui, votre tête dit non. Puis, la peur de mal paraître, d'avoir l'air gourmand, fait en sorte que vous dites non. Mais très sincèrement, profondément, au fond de vous, vous aurez envie de dire oui, non? Oui, non, oui. C'est pas l'estomac. Et des fois, les gens te disent, ah, peux-tu m'aider, s'il te plaît? Peux-tu me rendre un petit service? Oui. Mais vraiment, dans votre tête, c'est non. Mais on n'est pas capable de dire non. Il y a des gens, moi je suis vraiment comme ça souvent, incapables de dire non. Puis des fois, c'est vraiment des mauvaises raisons qui nous empêchent de dire non. Si par exemple on a le syndrome, puis moi j'ai eu longtemps ce syndrome, en anglais ils appellent ça le syndrome de vouloir toujours plaire. Tu as tellement peur de déplaire que tu dis oui, même si tu veux vraiment dire non, mais tu ne veux pas déplaire. Il y a des gens quelqu'un m'a expliqué ça récemment, qui ont toujours peur de déplaire parce que, par exemple, ils n'ont jamais eu l'approbation de leurs parents, leurs professeurs. Ils se sont pas souvent fait dire quand ils étaient jeunes, t'es bon, c'est bien ce que tu as fait, je t'apprécie. Et souvent des gens qui ne se sont pas fait dire souvent ce genre de choses vont développer le syndrome de vouloir en faire plus pour ne pas déplaire. Ils ont peur de déplaire. Et donc souvent ce sont dans ces cas-là que les gens vont dire oui, alors qu'ils devraient vraiment dire non. Parce que des fois, on n'a pas le temps. Les gens nous demandent de faire quelque chose, puis tu dis oui, mais sincèrement, il faudra être capable de dire non. Parce que dire oui veut dire donner plus que ce que tu es capable de donner à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qui me fait dire oui? Qu'est-ce qui me fait dire non? Pourquoi je dis oui? Pourquoi je dis non? C'est pas toujours très sain. Et ce qui est au cœur de ça, c'est souvent un déséquilibre. C'est juste qu'on n'a pas maintenu un équilibre. On va voir que, par exemple, un des plus grands équilibres est celui qui est basé sur le respect de soi. Avoir un respect de soi et une aptitude à jouer son rôle, exprimer ce qu'on a envie d'exprimer, être capable d'être très dynamique, extraverti, impliqué, participatif, mais en même temps, maintenir un respect de soi. Être capable de faire plaisir aux autres, mais en même temps être capable de savoir est-ce que je garde un respect de soi. Et le respect de soi,
Vous voulez un verre d'eau ou... Je vais mourir, là. Oui ou non? Question piège, je veux un verre d'eau? Oui ou non? Alors, le respect de soi, c'est un baromètre. Parce que si on dit oui au détriment du respect de soi, ou si on dit non au détriment du respect de soi, ben on abîme le respect de soi. Et là, on ne gagne pas du tout. C'est pas du tout gagnant de briser ce respect de soi. Quelqu'un qui a besoin de temps pour soi, qui est en manque d'énergie personnelle, qui souffre un peu intérieurement, puis on lui demande une faveur, ben, il devrait dire non. Il pourrait dire non. Mais si l'intention n'est pas de nourrir le respect de soi, on n'arrive pas à dire non. Puis on se sent mal si on dit non. Et c'est pour ça qu'on dit oui, parce qu'on ne veut pas se sentir mal en disant non. Mais si on se remettait dans la conscience que faut pas que je perde mon équilibre. Le plus important, c'est de maintenir ce respect de soi. À ce moment-là, on est capable de dire, excuse-moi, ça me ferait vraiment plaisir de dire oui, mais je peux vraiment pas en ce moment. Et on se sentira bien avec ça. Et moi, je vous garantis que dans 99,9% des cas, l'autre personne va dire, ah, il n'y a pas de problème, aucun problème. Et pourtant, on anticipe l'idée que si je dis non, la personne va être déçue, ma cote de popularité va baisser, mon degré de fiabilité sera à la baisse, les gens n'oseront plus venir me voir après. Donc, on a toutes ces peurs très justifiées, parce qu'elles viennent peut-être d'un sentiment d'abandon plus jeune, d'un sentiment de ne pas être à la hauteur, d'un sentiment de manque de respect de soi qui fait que je vais en faire plus pour bien paraître, pour compenser pour le fait que je me sens pas bien. Et c'est ça qui nous fait dire oui ou non au mauvais moment pour les mauvaises choses. Alors que si on arrive à s'aligner sur le respect de soi, dire oui ou non devient très simple. Et on n'en souffre pas. Et même qu'au départ, on peut des fois dire oh, bon, ok, je vais oser dire non, puis tu oses dire non. Puis la première fois, si ça se passe bien, on est surpris, puis on se dit ah ben finalement, non, c'était pas mal, hein, ça a marché le non. Après, on s'habitue un peu, mais évidemment, il ne faut pas que ça devienne après une excuse, parce que ça peut devenir après l'inverse, c'est la personne, est-ce que tu peux m'aider? Non, moi, il faut que je me respecte, c'est moi d'abord. Excuse-moi, non, là je pense que c'est de l'égoïsme. C'est plus du respect du soi, c'est devenu de l'égoïsme. C'est compliqué, hein, la psychologie puis la spiritualité. Mais il faut faire attention, ça peut... où est le sentiment véritable? Alors, en spiritualité, ce qu'on développe, c'est cette espèce de perception de l'équilibre. De sentir que, par exemple, un désir va toujours me mettre en déséquilibre. C'est-à-dire, si je me laisse aller, j'ai juste un désir. Moi, je le vis en ce moment, ma voiture est vieille. Je suis en train de me demander, je m'achète une nouvelle voiture. Puis moi, j'aime beaucoup les belles voitures. Puis là, je les regarde en ce moment. Puis là, je m'amuse à sentir le désir. Tu as une super belle voiture. Là, j'avais une Jaguar. C'est vraiment belle. Mais avant de voir que c'est une Jaguar, je voyais la voiture, je disais, ça, c'est bon, c'est ça là que j'aimerais. Puis là, je dis, oh, c'est une Jaguar. Ouais, ben ça va être un peu cher. Mais je voyais bien combien le désir prend à une force. Et moi, je sais que dans la vie, j'ai souvent acheté des choses que j'ai regrettées par la suite. Mais ce qui m'a fait dire oui, quand le vendeur m'a dit, vous l'achetez? Oui. C'était pas du tout le Raja Yogi qui disait oui. C'était l'âme totalement possédée par un désir qui avait complètement perdu son sens critique, qui s'est retrouvé complètement en train de oui, oui, je l'achète. Puis après, tu te dis, t'es malade, qu'est-ce que tu viens de faire là? Comment t'as dit oui? T'es fou? T'as vu le prix? Pourquoi t'as fait ça? Le désir complètement a pris le dessus. Je sais pas si je devrais dire ça, mais une fois, c'était très drôle parce que justement, j'avais une télévision, vraiment une vieille, puis tu sais, je voyais plus rien le soir, là, maintenant ils ajustaient, c'était à l'époque où on commençait à tout mettre en horizontal, en 16:9, avec du HD, toutes ces choses-là.
Puis moi, j'aime beaucoup le tennis. Puis quand ma télé était telle que je pouvais plus voir la balle, là, je dis, ben là, je suis vraiment obligé de changer de télé. Alors, j'étais parti dans un magasin en me disant que mon budget, 400 $. Je pense que je peux avoir une belle télé plate pour 400 $. Puis je vous dirai pas ce que j'ai dépensé. Mais c'était très drôle parce que tu vas au magasin, puis tu regardes, bon, tu sais, quand tu n'as pas acheté de télé depuis à peu près 15 ans, 20 ans, tu vas dans le magasin, puis tu dis, oh, bon, ça a changé, hein, les télés, il y a un choix incroyable. Puis là, tu regardes dans ton budget, puis tu en vois des un peu moins chers, hein, puis tu dis, ouais, ok, comme ça. Puis là, le vendeur arrive. Puis ça, moi, je devrais d'ailleurs me promener dans les magasins avec un écriteau. Pas de vendeur, s'il vous plaît. je veux parler à personne, parce que je sais que je serai en position de vulnérabilité. Et là, il me parle, puis il me raconte. Il dit, oh, ça c'est bon, dans vos budgets, c'est bien. Mais juste pour 200 de plus, puis vous avez tac, 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 tac. Je dis, ah, ouais, c'est un bon deal. Juste 200 de plus, puis t'as ça. Mais avec ça, vous n'avez pas le son qui va avec quand même. Ah, donc il faudrait mettre quand même 200-300 de plus pour avoir le système de son. Ah ouais, là, ça fait plus cher. Là. Oui, mais... Puis après, vous avez besoin de ça, puis après, il y a ça, puis après, il y a 3D. Ah ouais, il y a 3D. Écoute, je suis parti du magasin avec un truc gigantesque. Et puis, j'ai eu 3 mois de culpabilité profonde. Au début, quand ils ont amené la boîte, avant que les gens viennent l'installer, je regardais ça, puis j'avais des palpitations en train de me dire, Eric, tu as fait la plus grosse bêtise de ta vie, tu viens de dépenser une fortune. Pourquoi, là? Une télé? Et j'en revenais pas d'avoir fait un truc pareil. Je vous jure, je pouvais plus méditer, ma tête spinait. Je me disais, oh, j'ai dépensé tant d'argent, puis ça a des paiements sur quoi 1 an, puis qu'est-ce que tu as fait, etc. Puis après, des gens viennent l'installer, puis là, écoute, le mur devient une passoire avec du gruyère. Puis qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est fou, mon truc. J'avais vraiment du mal à accepter le oui. Puis bon, le premier match de tennis m'a réconcilié beaucoup avec... Quand j'ai vu ça, j'ai dit, wow, ok, d'accord, là, on est vraiment ailleurs. Mais j'admets que si j'avais mis mes désirs puis mes faiblesses de côté, je suis sûr que j'aurais pas acheté le même modèle. Une fois que c'est fait, puis j'admets que maintenant, je pense que ça fait pas loin de 10 ans plus tard, je n'ai pas racheté d'autres, puis je résiste à la tentation d'aller au modèle suivant où le joueur de tennis débarque dans ta maison, puis là, il joue dans ton salon. Ça, je résiste à la tentation d'aller dans ces télés futuristes. Mais tout ça pour dire qu'on est des fois pris par un désir, puis il nous fait prendre des décisions. Alors, pour résister à ça, comment est-ce qu'on peut faire? Et c'est là où on retourne dans la posture de yoga spirituel. Et le yoga, si vous parlez, j'en fais pas beaucoup, mais je vois ceux qui font du yoga, c'est souvent une question d'équilibre. Tu dois prendre une posture, il faut la tenir, la posture. Et souvent, ces postures ce sont des belles postures qui visent à créer une harmonie, un équilibre. Et nous, on dit, la posture mentale d'équilibre, ce sont ces postures dans lesquelles il y a toujours un équilibre entre 2 forces. On va parler souvent, par exemple, de la force d'être empli d'amour, mais en même temps complètement détaché. Donc on donne plein d'amour, mais on n'est pas attaché. Je ne rentrerai pas dans le détail, on en a souvent parlé. Un équilibre entre, par exemple, vouloir la victoire, mais accepter la défaite. Facile? Demander aux sportifs. Tu veux la victoire, mais il faut que tu sois OK avec la défaite aussi. L'équilibre entre apprécier une louange, des félicitations, des compliments, mais au même titre accepter le reproche, la critique. Êtes-vous bon là-dedans? Accepter aussi bien une critique qu'une louange? Ou est-ce qu'on préfère les louanges plutôt que les critiques? La semaine dernière, on avait un mot pour décrire l'inverse de la peur. Vous en souvenez? L'impavidité. Et savez-vous comment on décrit l'équilibre? Il y a un mot pour ça. Et ça s'appelle l'équanimité. C'est des mots compliqués, hein, l'impavidité, ça se prononce mal. L'équanimité, c'est pas évident. Mais c'est un très beau mot, l'équanimité. Équanime, c'est d'être égal, non pas indifférent, ce qui est la grosse différence. On est égal,
C'est-à-dire on reste égal à soi-même face à différentes polarités. Le bien, le mal, le bonheur, la souffrance, l'échec, la victoire, la louange, la diffamation, etc. Et cette équanimité est ce qu'on appelle l'équilibre. Et ça paraît peu attirant. Hein? Il y a peu de gens qui ont dit « Tiens, moi, ça me tente de devenir équanime. » Et pourtant, l'équanimité, si vous parlez à des gens qui sont dans des situations risquées, qui travaillent dans la construction, à construire le 90e étage d'un édifice, lui, l'équilibre, c'est assez important. Parce qu'un pas de travers, ça veut dire 80 étages, tu te retrouves en pancake sur le trottoir, moins agréable. Et nous, ce qu'on vit dans la vie, c'est que dès qu'on perd notre équilibre, que ce soit un équilibre émotif, relationnel, personnel, physique, on a du mal à gérer ce déséquilibre. Et là, on devient à coup, soit aspiré, soit repoussé. Et là, on gère des forces qui ne nous plaisent pas. Et c'est là où on est confus. Et c'est là où on dit, je ne sais pas. Et on sent qu'on n'est plus dans notre force intérieure, puis qu'on est amené à dire oui ou non, alors qu'on n'est pas dans un équilibre. Et souvent, si on faisait l'expérience de se détacher un peu plus des fois, puis devant des situations comme ça où on doit dire oui ou non, moi, le mantra que j'ai appris et qui me sauve continuellement de situations périlleuses, c'est toujours donne-moi le temps d'y penser. Puis des fois, c'est pas très sympathique pour l'autre. L'autre veut une réponse tout de suite. Je suis obligé de dire souvent donne-moi le temps d'y penser. Ou, si c'est par courriel ou autre, je regarde le courriel et je résiste à la tentation de répondre tout de suite. En me disant non, là si je réponds tout de suite, il y a trop de facteurs en moi qui interviennent, je ne fais pas confiance à mes sentiments. Je me dis, ils vont interférer, ils vont interférer. Alors j'attends. Je me dis, il faut du temps. Et le temps, des fois, est nécessaire pour retrouver cette espèce d'équilibre. Prendre le temps de voir la force qui nous attire ou qui nous repousse, puis de dire, oui, l'équilibre. Et l'équilibre, encore une fois, revient à cette mesure du respect de soi. Parce que le respect de soi fait partie de cette colonne vertébrale de la vie. Et pour moi, l'être vivant a une colonne vertébrale qui commence par, puis on l'a déjà souligné il y a longtemps, mais avec toute cette chaîne de vertèbres qui correspondent à la connaissance de soi, la reconnaissance de soi, l'acceptation de soi, la confiance en soi, le respect de soi, l'estime de soi, la valorisation de soi, l'amour de soi, la souveraineté de soi. C'est toute une colonne vertébrale. Et tous ces éléments qui nous ramènent à soi-même sont essentiels pour garder cet équilibre. Puis dans tout être physique, si vous enlevez une vertèbre, ça va mal, ça fait très mal, puis quand on a mal au dos, on sait qu'on fonctionne très très mal. Et tout l'être spirituel, selon moi, a cette colonne vertébrale, basée sur tous ces éléments de connaissance, respect, confiance, estime, valorisation, souveraineté, etc. Maîtrise de soi, enfin, il y en a beaucoup comme ça. Ce sont toutes les vertèbres. Et le respect de soi, il est vraiment dans un poste crucial là-dedans. Parce qu'on enlève le respect de soi, et qu'est-ce qu'on a? Quelle serait l'idée de ne pas avoir de respect pour soi-même? C'est la base de l'autodestruction. C'est la base de ce qu'on appelle le sabotage. C'est la base du déséquilibre. Ne pas se respecter. Et quand on ne se respecte pas, on reste pas en paix. Le respect, c'est reste en paix. On ne respecte pas. À ce moment-là, on commence à déséquilibrer le soi. Et là, on laisse le soi aller dans des zones dangereuses, d'attirance, de repoussage, de repoussement ou de rejet, d'attirance ou de rejet. Et c'est là où la spiritualité est intéressante parce que, pour moi, quand vient le temps de dire oui ou non, la vraie question, c'est est-ce que je me respecte ou pas? Est-ce que mon respect de soi a répondu à la question?
Et la prochaine fois qu'on vous posera une question, vous pourriez leur dire, peux-tu me donner juste 2 secondes, il faut que je parle à mon respect de soi, c'est lui qui décide. Hein. Moi, je ne décide plus rien. J'ai délégué le oui et le non à mon respect de soi. Il va te répondre, mais il prend du temps un petit peu parce qu'il faut le consulter. Mais essayez ça, vous allez voir, c'est très intéressant de consulter son respect du soi pour savoir ce qu'il en pense. Puis des fois, il ne sera pas d'accord avec ni votre estomac, ni votre passion, ni votre désir, ni votre impulsion, peut-être même pas avec votre intuition. Puis le respect du soi va dire non, ou va dire oui. Et là, on sent que ce oui et ce non vient du bon endroit. Ça ne veut pas dire qu'on va taire nos passions, nos intuitions, nos pulsions, nos craintes. Elles vont s'exprimer. Mais au moins, on va savoir qui s'exprime. Et on va savoir ensuite si le respect de soi est capable de gérer une peur, un désir, une faiblesse, une force. Le respect de soi va pouvoir nous dire des fois, regarde, t'es pas assez fort. Oui, ce serait bien de dire oui, ce serait très noble, tu ferais plaisir à tout le monde. Tout le monde dirait, waouh, il est super, etc. T'es pas assez fort. Tu peux pas faire ça. Tu sais, des joueurs, des sportifs, ils aimeraient partir pour un tournoi. Puis leur médecin leur dit, t'es pas assez... t'as l'impression d'avoir assez de force. Moi, je te le dis, tes examens montrent que t'as pas ce qu'il faut pour tenir toute une compétition ou toute une épreuve comme ça. Tu es obligé, à ce moment-là, d'écouter la sagesse. Puis de résister à la tentation de dire non à ses désirs. C'est très difficile. Demander à un alcoolique, demander à quelqu'un qui a une dépendance affective. Est-ce que tu viens ce soir? Oui, oui. En fait, non. Tu as 2 enfants, il faut que tu t'en occupes. Mais la dépendance affective fait que, tiens, on va se soustraire à des responsabilités pour satisfaire une dépendance affective. Ça devient très dangereux. Quand on a une dépendance quelconque, ceux qui ont des dépendances sont très dysfonctionnels. Et ils perdent la faculté du jugement. Moi, je sais, j'ai essayé d'arrêter de fumer pendant tellement longtemps, puis je connais bien les slogans du fumeur qui trouve toutes les raisons pour reporter à plus tard l'arrêt de cigarette. T'arrêtes pas un mardi. Si mardi tu dis j'arrête, ok, mercredi t'arrêtes, jeudi t'arrêtes, puis jeudi tu dis non, c'est mieux d'arrêter un lundi. Ok, je vais fumer jusqu'à dimanche, mais lundi j'arrête. Ça tombe bien, lundi c'est mieux qu'un lundi matin. N'importe quoi, tu sais, c'est vraiment débile. Ah ben je vais finir mes vacances, puis j'arrêterai après les vacances, ce sera mieux. Tu sais, écoute, l'esprit va trouver toutes sortes de formules pour tordre la raison. Parce qu'on est dépendant. Une dépendance chimique, une dépendance affective, une dépendance à l'argent. Quelqu'un qui est dans les jeux compulsifs, quelqu'un va lui dire « Tu vas pas au casino ce soir hein? » Non, 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 non. Puis il est rendu 10 heures, puis là, « Ok, j'y vais, juste ce soir. » Ok, on vient de dire oui. Qui a dit oui? La dépendance. Dommageable, elle va détruire ma vie, elle va encore créer des conséquences désastreuses, mais j'ai pas réussi à dire non, alors que j'aurais dû dire non. Lucie? Nous avons une question sur livestream. Ah, c'est le fun qu'on a des questions là-dessus. Alors, Pierre-Yves Guimont, Pierre-Olivier Guimont demande comment réagir si quelqu'un veut imposer un respect de soi qu'on ne sent pas à soi. Quelqu'un qui veut imposer un respect de soi qu'on ne sent pas à soi. Si Pierre-Olivier, tu avais la chance d'expliquer un peu plus, ce serait génial. La dernière partie. Ouais, d'imposer un respect de soi. C'est peut-être que des fois des gens, je ne sais pas si je comprends bien, que des gens, des fois, veulent nous faire faire des choses en nous disant « ça c'est pour ton bien ». Peut-être c'est pour, tu devrais faire ça pour ton bien. Ils décident pour nous de ce que serait le respect de soi. Est-ce que c'est ça? Moi, je l'entendrais peut-être comme ça. Que des gens décident pour nous. Moi, j'ai appris récemment quelque chose, qu'apparemment, il y a des papas 1.0, des papas 2.0, puis des papas 3.0. Vous connaissez ça, vous?
C'est comme il y a eu les générations millénium, les générations X, Y, Z, ou je sais pas quoi. Et on dit que, par exemple, dans les papas, il y a eu le papa 1.0 qui, de façon très caricaturale, il laissait pas mal de tâches ménagères et d'éducation, touchait pas une couche, ça appartient pas au papa 1.0. Lui, il amène de l'argent, puis l'autorité. Lui, il a le oui et le non, il a le droit de veto. Ça, c'est le papa 1.0. Puis tout le reste, c'est la maman 1.0, 0.8, 0.12, 0.24 qui doit tout s'occuper du reste. Papa 2.0, après s'être fait tellement accusé d'être trop 1.0, il est devenu le papa rose. Ah, il changeait toutes les couches, je faisais toutes les cours, je faisais tout. C'est le super papa rose, super papa gentil. Mais bon, il est parti complètement à l'envers, fait la poussette, fait le machin et truc. Puis papa 3.0, il dit, wow, wait a minute, ok, je vais faire un peu de papa rose, mais je veux maintenant 50% des responsabilités pour l'éducation et le développement de l'enfant. C'est une autre dynamique. Et c'est là où je trouve que dans les relations de couple, des fois, on joue sur le respect du soi de l'autre. Tu sais, pour dire, tu devrais faire ça. Si tu étais un bon papa, tu devrais faire ça. En tant que bon père, il me semble que tu devrais te respecter, ou en tant qu'individu. Est-ce qu'il y a une clarification? Oui, c'est ce que Pierre-Olivier dit, ça ressemble à ça. Donc, ok, c'est ça. Ce que tu expliques. C'est quelqu'un qui nous dit, qui définit à quoi ressemblerait notre respect de soi. Ça, c'est vraiment de la manipulation. Bien, moi, je suggère vraiment, et puis ça, c'est ce que Denise a une expression pour ça, elle l'a utilisé quand elle était venue, pas les valeurs toxiques, mais l'espèce de jugement ou de la moralité toxique, c'est ça? La moralité toxique. En fait, c'est quand les gens nous font la morale. C'est que les gens essayent de manipuler notre morale, puis de nous faire dire que tu devrais penser comme ça. Puis là, tu dis, ben, ok, je veux dire oui, parce qu'il faudrait que je sois dans cette morale-là. Bien, moi, je pense que c'est ça la beauté du silence, puis de la méditation, puis tout le chemin spirituel. C'est que peut-être qu'il y a un respect du soi 1.0, un respect du soi 2.0, puis il y en a un qui est vraiment essentiel. Et je pense c'est important de comprendre pourquoi l'autre essaye de m'imposer un autre respect de soi, plutôt que se battre contre l'autre. C'est de comprendre d'où vient cette volonté de l'autre à m'imposer un autre respect de soi. Et c'est probablement qu'il y a des valeurs chez l'autre qui ne sont pas satisfaites et qui sont transférées sur moi. Puis les autres me donnent une espèce de fardeau, moral, de responsabilité, d'engagement, pour remplacer ce qu'eux devraient peut-être... le mot-clé qui me viendrait dans ce scénario-là, c'est le lâcher-prise. C'est d'encourager chez l'autre le lâcher-prise. Puis des fois de dire à d'autres, Yann, laisse-moi vivre mon respect de soi. Pas besoin de quelqu'un pour me le définir. Et je peux définir mon respect de soi. Mais mon respect de soi, tel que moi je le vis, va toujours chercher à respecter l'autre. Ce qui fait qu'au nom du respect de soi, on ne va jamais être irrespectueux envers l'autre. Un vrai respect de soi. L'égoïsme, c'est autre chose. L'égoïsme, au nom du soi, va accepter de faire mal à l'autre. C'est ce qu'il définit comme l'égoïsme. Et des fois, les gens disent, moi, je me respecte, donc boum. Non, le boum, là, c'est pas ça, le respect du soi. Ça, c'est l'égoïsme, mon ami. Ou c'est de l'orgueil, ou c'est de l'égocentrisme, mais c'est pas du respect du soi. Et on dit, quelqu'un qui se respecte les autres. Quelqu'un qui s'aime, aime les autres. Si je suis patient avec moi-même, je serai patient avec les autres. Donc, le vrai respect de soi va m'amener à avoir une approche respectueuse envers l'autre, mais qui va peut-être chercher à montrer à l'autre que il ou elle gagnerait beaucoup à lâcher prise, à ne pas essayer de m'imposer un autre respect de soi que celui que moi j'ai défini pour moi-même. Et de dire qu'à ce moment-là, c'est une guerre de moralité, une guerre de valeurs qui n'est pas nécessaire. Et moi, j'aime toujours la notion de dire que nos sentiments justifient souvent le cœur d'une discussion.
C'est-à-dire qu'argumenter avec un autre en disant ça doit être comme ceci, ça doit être comme cela, ça veut dire qu'on met de côté le respect de soi. Et il y a des gens qui argumentent sans cesse, que ce soit pour des raisons familiales. Tu devrais faire ça avec les enfants. Tu sais, quelqu'un me racontait l'autre jour qu'un papa qui était, je pense qu'il était 3.0, et qui disait que, tu sais, quand tu as la garde partagée un petit peu des fois, qu'est-ce que tu veux des papas? Donc, il habille le petit enfant. Puis quand ils vont pour se promener, la maman dit, attends 30 secondes, prends l'enfant, l'amène, change complètement, ramène l'enfant, habillé différemment. Puis pas, pourquoi tu as changé l'enfant complètement? Ah non, mais t'as rien compris, ça marchait pas, ça c'est pas bon, c'était pas comme ça. Papa dit, oui, mais moi, si j'aime les chaussettes roses avec un pull bleu, c'est pas bon ça? Alors, on peut argumenter tant qu'on veut. Est-ce que des chaussettes bleues vont bien avec un pullover rose? Mais ce qu'on ne peut pas argumenter, c'est le respect de soi et les sentiments. Et si après quelqu'un dit, tu sais que ça m'a vraiment blessé, que tu rejettes ma responsabilité ou quoi que ce soit, on ne peut pas argumenter contre ça. L'autre peut bien dire, non, mais il faut que les chaussettes bleues aillent avec le t-shirt rose. Oui, mais tu viens de me blesser, là. Et on ne peut pas renier cette dimension émotive. Et c'est là où je trouve que le vrai respect de soi reconnaît l'émotion de l'autre aussi. Et au nom du respect du soi, on ne veut pas blesser l'autre, mais on ne veut pas se blesser soi-même non plus. Et je pense que si on est vraiment motivé et dirigé par son vrai respect de soi, on va toujours, au nom du respect de soi, approcher l'autre, puis bien lui montrer pourquoi je dis ça, puis pourquoi je fais ça, puis pourquoi j'ai pris telle décision. Et je pense sincèrement que quand ça vient vraiment du respect de soi, on saura l'expliquer à l'autre. Et ultimement, l'autre pourra dire, je ne suis pas d'accord, ça me déplaît, mais je respecte ta décision. Et ultimement, le respect du soi va faire naître chez l'autre l'idée que je ne suis pas d'accord, ça me déplaît, mais ok, je respecte ton truc. Parce qu'à un moment donné, le respect du soi est honorable. L'égoïsme n'est pas honorable. Le respect du soi est honorable. Et quand un respect du soi s'exprime, quand même chez des individus sensés, hein, on met de côté les déséquilibres totaux, là, ça ne marche pas, mais dans des relations quand même assez sensées, le respect du soi est honorable. Quand quelqu'un manifeste le respect du soi, ça comprend la vulnérabilité, ça comprend l'émotion, ça comprend le sentiment pur d'être authentique. Ça, c'est honorable. L'égoïsme, c'est une épine, ça pique, ça agresse, ça cache, c'est malhonnête, ça se gonfle. C'est pas honorable. Les gens vont dire, ça, j'abonde pas là-dedans. Peut-être je suis impressionné, peut-être, wow, un coq, ça peut impressionner quand ça se gonfle, ou le pan qui met sa roue, là, ça, wow, ok. Mais c'est juste un show. Je sais pas si ça répond à Pierre-Olivier, mais c'est subtil. Tu sais, la spiritualité, c'est ça qui est beau, c'est subtil. Mais ultimement, être authentique, c'est être vrai. Puis quand nos valeurs sont vraies, moi, j'ai toujours trouvé qu'elles étaient acceptables. Que personne... si on est vrai, même les gens agressifs finissent par avoir une certaine distance. Mais c'est dur, parce que souvent, les gens agressifs qui nous manipulent, qui nous créent des pressions, qui nous forcent, dérangent nos éléments intérieurs. Puis nous-mêmes, on est un peu dérangés. Puis on répond avec un peu une vibration qui est moins vraie, moins authentique. C'est ça qui fait que le feu prend après, quoi. Êtes-vous OK? Oui ou non? Oui? J'entends juste des Ça va être mon nouveau vocabulaire, ça va? Oui ou non, je ne sais plus. Bougez pas, je vais aller demander à mon respect de soi. Non, en fait, ça va pas du tout. Moi, des fois, je dis ça à des gens, ils me disent, ça va? Je dis, non, pas du tout. Puis là, ça, ah bon, mais flûte alors. Comme, ils sont déçus parce que ils pensaient passer tout droit, puis donc là, ils doivent dire, mais qu'est-ce qui va pas? Puis des fois, je dis, non, je plaisante, ça va très bien, tu peux continuer. Tu peux m'ignorer, continuer, ça va. Tu voulais entendre oui, j'ai dit oui, c'est bon. Si on
Ouais, c'est ça. OK. Alors, en tout cas, c'est un exercice de, comme chaque fois, hein, le but est juste de nous faire réfléchir un petit peu et nous ramener à ces valeurs essentielles, à ces cordes sensibles intérieures. Grandir aussi, le oui et le non, et nous fait grandir parce que on peut penser la décision si est bonne ou non. Oui, ça nous fait grandir, tout à fait. Moi, la dernière chose auquel je pensais un peu plus tôt, j'ai oublié d'en parler, mais c'est que des fois, bien sûr, on veut faire parler le respect du soi, mais des fois, il faut avoir aussi, on peut faire appel à des forces plus grandes que nous. Et moi, je sais que des fois, il y a une dimension d'équilibre toujours, mais de lâcher prise, dans lequel on me demande est-ce que tu dirais oui ou non. J'aurais envie de dire non. Mais des fois, le respect de soi pourrait me dire non, non, tu as besoin de repos, etc. Blablabla. Mais des fois, je me dis est-ce que je peux acquérir une force plus grande parce que ce qu'on me propose de faire est vraiment pour le bien collectif. Et des fois, à ce moment-là, je me dis je vais dire oui, mais avec une seule condition dans ma tête, en me respectant, c'est que je suis juste un instrument. Puis que c'est pas à moi vraiment de le faire. C'est juste qu'on me demande de faire quelque chose de bien. Puis alors à ce moment-là, des fois, j'accepte de dire oui, même si bon, j'aimerais bien aller jouer au tennis ou regarder autre chose et profiter de ma belle télé. Mais je vais dire oui parce que dans ce cas-là, je me dis, j'ai confiance que je fais appel à une force plus grande qui va me donner le pouvoir de le faire. Mais ça, c'est seulement dans des cas qu'on appelle d'action charitable, d'action très élevée, pour lesquelles on sait que notre égoïsme, en fait, aimerait dire non. Mais l'abandon dira oui, va augmenter le respect de soi, va faire grandir le respect du soi. Mais je vais avoir la force nécessaire pour accomplir ce qu'on me demande d'accomplir. Et dans ce sens-là, je n'ai pas pris la responsabilité, je dirais, égoïste dans un sens de dire c'est moi qui vais faire ça, mais je suis un instrument. Et moi, ma phrase pour ça, souvent, c'est écoute, si je peux aider, ok. Et dans ce sens-là, je me mets dans une position, je le fais pour aider. Pas pour moi, je le fais juste dans une attitude d'aide. Et souvent, je me dis, si c'est ça, la motivation, la force va venir pour que ça se fasse. J'aurais pas à m'inquiéter. J'aurai un petit bonus quelque part. Ça sera déposé dans mon compte juste à temps avant de devoir faire de la chose. Et ça, c'est une dimension aussi de croissance spirituelle. Alors j'espère que je ne vous ai pas trop mêlé la tête, puis que la prochaine fois qu'on vous demande est-ce que ça va, vous dites je ne sais plus, je ne sais pas quoi répondre. Alors continuez à dire oui et non, mais des fois intérieurement, je vous invite à aller revérifier par la suite qui a dit oui là, et de vérifier qu'on est bien avec soi-même face au oui et au non. Alors, on peut conclure avec quelques minutes de méditation sur cela. Alors, toute mon attention est portée à l'intérieur de moi. Et même si je reste conscient du monde qui m'entoure, des situations extérieures, même si je vois toute la nature autour de moi, le monde, les villes, le bruit, toute cette planète qui grouille, qui bouge. Je prends juste quelques instants pour me replier sur moi-même, me mettre dans une position de silence. Je prends soin de ralentir mes pensées.
de penser lentement, calmement. Une pensée à la fois. M'affirmer des vérités pures. Je suis un être bon. En moi, il y a énormément de qualités. J'ai mes propres forces. Une personnalité unique. Et même si on est des milliards sur Terre, personne n'est comme moi. Je suis unique. Et personne à part moi-même ne peut me connaître. Et dans le silence, je suis seul avec moi-même. Et mes pensées sont puissantes. Mes pensées peuvent redéfinir qui je suis. Mes pensées tracent le chemin de l'avenir. Alors je nourris des pensées bienveillantes, positives, des pensées puissantes. Je suis un être bon, un être bienveillant. Je ne souhaite le mal à personne. Et j'apprécie la vie. Et je veux danser avec la vie, en harmonie. Être toujours à l'écoute des valeurs positives, des valeurs qui me font grandir et des valeurs qui créent l'harmonie autour de moi. Et à travers mes pensées, je propage des vibrations de paix, des vibrations d'harmonie et de bienveillance. Je me reconnais tel que je suis. Et je suis prêt à recevoir tout ce que la vie a à m'offrir.
Et je sais que parfois, même si tout semble mal aller, je peux l'accepter comme des nuages qui viennent, des tempêtes, sachant qu'elles ne font que passer. Je reste en équilibre. Je reste centré sur ce que je suis véritablement. Un être bon. Un être bienveillant. Un être qui crée l'harmonie. Je souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de soirée. Ceux qui sont peut-être plus en ligne aussi, si vous connaissez certains qui aimeraient découvrir la méditation, on a demain soir un cours qui n'est pas en fait vraiment un cours, c'est plus une session d'expérience et de découverte de méditation. Donc si vous connaissez des gens, vous voulez inviter des gens à découvrir un peu la méditation, ce sont des soirées qui sont faites pour ça, qu'on organise régulièrement chaque mois, découvrir la méditation. Et vu que vous l'avez déjà découvert, eh bien, on vous retrouve très bientôt pour explorer des dimensions encore plus subtiles de tout ça. Au plaisir, merci pour vos grandes oreilles et votre grand cœur. À bientôt.